premier débat, du coup. Hein, enfin, il est dans une série de 3 ou 4 débats, mais en tout cas, ce premier débat du Festival des idées. Donc, dans une thématique générale qui est consacrée, en fait, aux utopies concrètes et aux initiatives inspirantes. Voilà. Donc, de ce point de vue, l'association des territoires pour des solutions solidaires a été sollicitée. Cette association est composée d'une quinzaine de départements qui sont à la pointe de l'innovation sociale. Donc là, on en a 3 du coup qui sont présents, mais je vais peut-être faire les présentations juste après. Je dis juste 2 mots de cette association. Donc je disais à la pointe de l'innovation sociale, l'idée c'est de dire au fond que les départements, les collectivités territoriales en général, mais les départements en particulier, répondent aux grands défis au fond qui se présentent à la société, que ce soit les défis d'ordre écologique, numérique, économique, démocratique. On pourrait rajouter sanitaire sur la période récente, on va y revenir. Donc les départements répondent à ces défis au moyen des solidarités qui sont leur cœur de compétence, solidarités humaines et solidarités territoriales, et par le moyen de l'expérimentation locale de solutions qui finalement, une fois testées, donnent des innovations qui peuvent être dupliquées, essaimées, généralisées. Là aussi, on pourra largement revenir sur tout ce que vos départements mettent en œuvre, y compris avec leurs différents partenaires. Donc il y a, voilà, c'est une initiative, je disais, qui est une association de territoire, mais qui est aussi qui se compose aussi de journées annuelles qui ont lieu en Gironde. Il y a déjà eu 2 éditions. C'est au mois de février de chaque année, donc il y aura une nouvelle édition au début du mois de février 2021 pour justement comparer, croiser toutes ces expérimentations. Et il y a une plateforme numérique également, une plateforme permanente qui permet de les mettre en lumière, qui est solution au pluriel solidaire, toujours au pluriel.fr. Voilà, solution-solidaire.fr. Là-dessus, il y a plein d'initiatives, plein d'idées neuves, etc. Alors, cette table ronde, du coup, s'inscrit, je disais, dans les utopies concrètes et qui se mettent en œuvre dans le cadre du Festival des idées, puisque le Festival des idées, comme son nom l'indique, est plutôt sur les idées, mais l'idée, évidemment, c'est qu'elles aient, le principe, c'est qu'elles aient un débouché, bien sûr, très concret, et c'est à ce titre que Solutions Solidaires a été sollicité. Alors, nous avons 3 intervenants de 3 départements du coup qui sont membres de l'association et qui représentent, je dirais, le collectif ici. Donc un premier intervenant qui est Jean-Luc Leize, donc président du département de la Gironde et président du groupe de gauche de l'Assemblée des départements de France depuis peu. Alain Lassus, donc qui est président du département de la Nièvre, le local de l'étape, voilà, qui s'est prêté à l'exercice en visio malgré la proximité évidente de l'événement, et Catherine Bossis, qui est donc vice-présidente à l'inclusion sociale et à l'enfance, si je ne m'abuse, du département de l'Aude. Voilà. Donc 3 intervenants qui connaissent très bien le terrain, qui connaissent très bien toutes les expérimentations qui se mettent en œuvre. On va pouvoir y revenir dans un instant. Alors moi, peut-être une première question. L'idée, c'est de lancer quelques questions peut-être sur lesquelles chacun de vous pourra se positionner. Et puis ensuite, au fil de l'eau, on prendra bien sûr les questions je dirais, du public. L'idée étant que tout ça soit le plus interactif, bien sûr, possible. De toute façon, moi, je peux faire l'animation pendant 2 heures à moi tout seul, parce que j'ai déjà plein de questions. Alors, la première, c'est de vous demander, au fond... ah oui, voilà, il y a les téléphones. Ça, c'est ça, c'est Zoom, ça. Moi, je vais avoir des problèmes. J'ai viré mon chat, heureusement. Donc, première question, effectivement, en lien avec la période du confinement, puisqu'il a été beaucoup, d'ailleurs, le confinement, qui est la cause du report du Festival des idées, qui devait se tenir en réalité début juillet, qui a lieu maintenant début septembre. Donc, confinement pendant lequel il a beaucoup été question, au fond, du monde d'après. Mais qui a surtout en réalité mis en œuvre beaucoup de solidarité, ici et maintenant, immédiate, pour répondre finalement à la crise, crise sociale. On l'a vu sur l'aide alimentaire, on a pu le voir sur les aspects bien sûr sanitaires, y compris pour les personnes âgées. Enfin, il y a tout un tas de solidarités qui ont été mises en œuvre pendant cette période, mais qui disent aussi, qui sont aussi le signe de tendance qui affectent nos sociétés, qui ont été accélérées, qui ont été dévoilées, qui sont nées finalement de cette période. Et donc, ma première question, c'était de savoir
au fond. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples d'initiatives inspirantes, précisément, puisque c'est le thème général dans lequel nous nous inscrivons, qui ont émergé voilà, pendant ce confinement, et finalement leur donner du sens. Voilà. Quel sens vous y mettez? Quels espoirs cela fait-il naître aussi, selon vous, pour ce fameux monde d'après, hein, voilà. Est-ce que vous pourriez peut-être réagir donc sur ces premières solidarités qui ont été mises en œuvre ces derniers mois et sur lesquelles les médias ont pu jeter aussi un éclairage. Voilà. Mais dans vos territoires, qu'est-ce qui vous inspire particulièrement? Je ne sais pas qui veut réagir en premier. Peut-être Catherine Bossy pour démarrer. Je vois que vous êtes... Bon, voilà. Allez. Voilà. Oui, alors moi, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est la fabrication de visières et de masques. Hein. On a tout de suite sollicité donc les PME et un réseau de couturières solidaires dans l'Aude pour faire face aux besoins, puisque effectivement, on a été, comme d'autres, face à une certaine défaillance de l'État pour avoir des protections. Et donc, ça s'est mis en place assez rapidement. Et on a eu un réseau de couturières solidaires qui a travaillé pendant toute la durée du confinement pour fournir des masques. Je pense aussi à une plateforme qu'on a mis en place très très vite aussi, un outil de partage en fait de tous les acteurs du social et de la solidarité pour avoir une prise en charge des personnes en situation de grande précarité, de grande fragilité, afin d'y apporter des réponses voilà, les plus pertinentes possibles et en tous les cas faire attention à ce que personne ne sorte des radars et qu'il y ait une réponse qui soit apportée dès que c'était nécessaire. Voilà ce qui me vient tout de suite à l'esprit. Alors, est-ce qu'on a des... Donc, ça, effectivement, ces deux premiers exemples. Alors, il y a eu les couturières, effectivement. Ça a été ça a été quelque chose, effectivement, qui s'est retrouvé hein, dans pas mal de départements. Est-ce que c'est donc, ce type de dynamique, j'imagine, ont-tu lu? Alors, ce qui est intéressant aussi, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir aussi un point de vue territorial, hein, donc sur ces solidarités, sur ce qui a pu émerger. Peut-être, Alain Lassus, est-ce que sur la Nièvre, justement, est-ce qu'il y a des initiatives qui se sont distinguées? Alors, sur la Nièvre, on a aussi fabriqué des masques. Hein. 70 000 masques ont été fabriqués par les couturières nivernaises. Le département a fourni le tissu et les élastiques. Et les couturières se sont mis au travail pour fabriquer 70 000 masques. Bon, la Nièvre, c'est 210 000 habitants. Donc on a fabriqué 70 000 masques. Et on a su les fabriquer très vite, au moment où c'était difficile de s'approvisionner. Bon, après, l'approvisionnement s'est fait. Mais là, récemment, on a refait appel à nos couturières solidaires pour les collégiens, parce que très brutalement, moi, jusqu'au bout, je pensais que l'État saurait donner des masques aux jeunes collégiens. On a vu que d'un seul coup, on nous a dit non. Donc, on a remis nos couturières au travail et les couturières vont aider à équiper les collégiens de masques. Mon côté ancien médecin m'a fait réfléchir très vite aux problèmes médicaux sur lesquels on pouvait intervenir. Et c'est vrai que nos départements ont une spécificité, c'est qu'on a une petite compétence dans certains domaines de la médecine. Donc, on a des infirmières, on a des médecins, des sages-femmes. Et très, très vite, j'ai organisé la capacité du département à prélever massivement, puisque dans un territoire rural, c'était difficile souvent d'avoir des infirmières libérales et les labos étaient un peu débordés. Donc, le département l'a fait très vite et aujourd'hui, on continue à être en capacité dans nos établissements à aller prélever 70, 80, 100 personnes dans une seule journée parce qu'on a une équipe d'une dizaine de préleveurs qui peut se rendre à tout moment sur un site. Et finalement, on a mis toute la ligne en marche puisque le laboratoire départemental s'est très vite mis aussi en capacité de faire les tests. Donc aujourd'hui, le département est en capacité d'aller sur un collège, par exemple, et de tester l'ensemble des enfants, des enseignants et des agents du département, de très vite apporter les résultats au laboratoire départemental et d'avoir sous 24 heures l'ensemble des résultats et de prendre toutes les décisions médicales qui s'imposent, puisque dans ces problématiques de risque de cluster, la rapidité est fondamentale. Et donc, dans ce département où il n'y avait aucune capacité à faire les analyses, hein, puisque
les laboratoires privés départementaux allaient sur des plateformes qui étaient soit à Paris, soit à Dijon, donc très éloignées, donc avec des rendus d'examen qui se faisaient 2, 3, 4, 5 jours après. On a réussi à faire que tout se fasse en moins de 24 heures et on est assez fiers de cette filière qui a été mise en place, qui continue de fonctionner et dont malheureusement, je crains qu'elle soit de plus en plus utile, à tel point qu'il y a 3 jours, j'ai signé une convention avec les laboratoires privés qui maintenant se tournent vers notre laboratoire départemental parce qu'ils n'ont plus la capacité sur leur propre plateforme de faire le nombre d'examens qu'ils veulent faire. Et on peut d'ailleurs remarquer que les laboratoires vétérinaires départementaux n'ont aucun problème pour avoir les tests nécessaires aux ces examens, alors que dans les laboratoires biologie humaine, ils ont effectivement encore des problématiques pour s'équiper en test. Voilà, donc ça c'était un peu particulier, mais c'était un peu le côté médecin qui m'a tout de suite fait sentir qu'on pouvait avoir une place importante à prendre en termes de soins sur cette problématique. Oui, alors on voit bien effectivement hein, dans vos 2 interventions l'articulation, je dirais, enfin ce qui a manqué, c'est-à-dire l'absence totale de prévention et d'anticipation de la crise sanitaire, que ce soit les masques, que ce soit donc les tests, et comment la mobilisation de la puissance publique a pu répondre à ça, et particulièrement les territoires. Hein, là aussi, là où l'État finalement était défaillant, c'est aussi l'une des spécificités, je dirais, de cette crise. Alors Jean-Luc Glaise, qui est donc président du groupe de gauche, président d'un département qui devait disparaître. Puisque c'était en projet il y a maintenant 1 an et demi. C'était un des 5 départements qui étaient voués à disparaître. Et là, finalement, les départements ont montré toute leur utilité dans cette séquence pour répondre à l'urgence. Comment vous avez vécu justement cette période ? Alors moi, j'attirerai peut-être l'attention, puisque mes collègues n'ont pas relevé le sujet alimentaire, ils ont relevé d'autres sujets qui d'ailleurs sont dans le droit fil aussi de ce que nous avons vécu en Gironde. Nous, la question de l'aide alimentaire s'est posée très rapidement, dès les premiers jours. Notre département est un département très contrasté, avec une partie très urbaine et des parties très très rurales. Et sur la partie notamment urbaine, la question alimentaire, mais aussi sur le rural, s'est posée très vite. Donc il a fallu trouver des solutions et nous avons pris la main en proposant des paniers suspendus à l'image des cafés suspendus qui peuvent exister dans les cafés. C'est-à-dire que nous proposions, puisqu'il y a un certain nombre de drives fermiers qui se sont mis en place très spontanément dans les territoires pour essayer d'apporter des solutions aux personnes en recherche d'alimentation et de façon très générale sur le drive fermier. Ce qu'il y avait aussi, c'est que des personnes se sont trouvées en grande précarité immédiatement. Et donc, nous proposions, lorsque quelqu'un venait chercher un panier dans un drive fermier, qu'il rajoute à sa convenance 5 euros par exemple, de manière à collecter une participation citoyenne à laquelle nous avons ajouté une participation départementale. Et de cette manière, nous avons pu servir un certain nombre de paniers suspendus auprès des associations d'aide alimentaire qui ont pu ensuite les distribuer, notamment à de nouvelles populations qui apparaissaient, qui se trouvaient du jour au lendemain en rupture complète de travail et de droits. Nous avons aussi mis en place une plateforme circuit court départementale en lien avec la Chambre d'agriculture, de manière à ce que tous les gens puissent se connecter et sachent précisément où pouvaient se trouver à proximité les ressources en matière d'alimentation chez des producteurs locaux ou encore une fois dans les drives fermiers. Et puis dernier exemple sur l'alimentation qui est assez intéressant, lorsque donc le confinement est tombé, évidemment, nous avons fermé les collèges et les services de restauration. Et dans un collège de Bordeaux équipé d'une cuisine centrale, le cuisinier, spontanément, et son équipe, spontanément, ont dit, voilà, on ne va pas rester chez nous, nous avons envie d'aider ceux qui en ont besoin, et nous sommes prêts à revenir dans l'établissement pour préparer des portions à destination des personnes sans domicile fixe, en passant évidemment par le biais des associations et des maraudes. Et donc, ils ont élaboré pendant toute la période du confinement des portions de très bonne qualité, en plus très bien cuisinées, qui ont été distribuées aux personnes sans domicile fixe. Ils sont même allés plus loin. Ils ont voulu rencontrer ces personnes qui bénéficient de leurs portions pour pouvoir échanger avec elles et puis comprendre quelle était leur situation et partager. Donc, je te dirais qu'il y avait 3 valeurs fondamentales: proximité, solidarité, citoyenneté, et nous y avons ajouté la dimension service public.
Oui, ben juste sur ce dernier point, effectivement, on voit bien hein, donc comment la puissance publique à la fois se montre, notamment au niveau des territoires, donc assez réactive pour répondre à l'urgence et répondre aux besoins essentiels. Hein. Donc là, on le voit sur les aspects sanitaires, mais aussi effectivement, puisque vous rajoutez la question, enfin l'exemple de l'alimentaire, hein, évidemment, avec tous les problèmes d'approvisionnement qu'il y a pu y avoir dans cette période. En tout cas, ce qu'on voit aussi, c'est, et là, les différents exemples aussi l'ont bien montré, y compris dans les partenariats, j'ai envie de dire, public-privé presque, ou alors dans même l'intrapreneuriat institutionnel, puisque là, c'est un cuisinier qui, en plus, voilà, un agent qui finalement décide voilà, de proposer, de se mettre en solidarité voilà, vis-à-vis de la population. Donc là, il y a effectivement des phénomènes d'innovation. Alors ça pose la question, je sais que Catherine Bossy donc, est à l'inclusion et à l'enfance, donc vous connaissez par cœur le code de l'action sociale et familiale. Voilà. Et ce que je veux dire par là, c'est que les départements sont très corsetés quand même, parce que les départements, historiquement d'abord, sont plutôt effectivement dans une... C'est le paradoxe, c'est-à-dire que c'est à la fois la décentralisation, mais c'est à la fois le lien au jacobinisme, puisque c'était le lien direct d'application des politiques nationales, le département en fait. C'était le lien entre l'État qui atterrissait sur le territoire par l'intermédiaire du département jusqu'à la commune. Or là, donc toute la question, c'est, à travers ce que vous démontrez, c'est vos capacités d'innovation. Hein. Finalement, malgré ce cadre extrêmement rigide, les départements arrivent à innover. Alors en sortant peut-être et en se décentrant un petit peu par rapport à cette actualité de la crise sanitaire, est-ce que vous pouvez peut-être nous donner quelques exemples justement d'innovation des départements qui arrivent à sortir de cette simple application des politiques nationales hein, que l'on connaît hein, par les grands blocs notamment de compétences sociales, que ce soit la protection de l'enfance, le handicap, l'âge ou l'insertion. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples comme ça d'innovation que vous avez pu porter et qui témoignent finalement du caractère bien vivant de la décentralisation? Oui, alors dans plusieurs domaines. Donc c'est vrai que depuis maintenant 2 ans, le département s'est engagé avec l'ensemble des EPCI et des communes sur une politique de contractualisation, particulièrement dans le domaine social. Et donc là, on essaie vraiment de contractualiser en faisant du cousu humain, c'est-à-dire qu'en fonction des problématiques des différents territoires qui sont pas les mêmes. Hein. Nous aussi, on a un département extrêmement varié avec des villes assez, enfin, de moyenne importance, à Narbonne et Carcassonne, et puis après un département extrêmement rural, un département montagneux, un département avec un littoral aussi qui attire une population parfois en grande précarité, hein, qui vient pour la saison mais qui reste après. Et donc, on a travaillé avec l'ensemble des territoires pour essayer de contractualiser et de voir comment on pouvait mutualiser à la fois nous, nos compétences et eux, les leurs. Alors, je pense à un domaine, sur une de mes compétences qui est le domaine de l'enfance. Il se trouve que nous avons sur le territoire de plus en plus d'enfants, et c'est une très bonne chose, qui sont accueillis dans les écoles et qui sont des enfants qui sont porteurs de handicap. Ils sont accueillis à la fois dans les écoles, mais aussi dans les crèches. Dans les écoles, il y avait une grosse demande de formation du personnel municipal, des ATSEM. Alors, l'Éducation nationale, de son côté, a fait un travail de formation des enseignants qui accueillent aujourd'hui ces enfants à travers l'inclusion. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi de fortes demandes des collectivités. Donc, on a essayé avec notre réseau de PMI, avec les médecins, avec évidemment la maison du handicap, de répondre à ces besoins. Autre exemple qui me vient, en matière de mobilité, on a des demandes de mobilité, surtout pour les jeunes. Hein. Nous avons parfois des jeunes qui ont des difficultés à venir sur les lieux où ils peuvent se former, où ils peuvent trouver du travail. Mais nous avons aussi des personnes âgées qui se heurtent à ces mêmes problèmes de mobilité. Donc là aussi, dans nos contractualisations, nous essayons de voir comment nous pouvons mettre en place un service de véhicules, de covoiturage, qui permettent à la fois aux jeunes de pouvoir se déplacer, mais également de répondre à ces problématiques de mobilité des personnes âgées. Voilà, par exemple, ce qui me vient à l'esprit. Toujours dans le domaine de l'innovation, alors je sais que la Gironde a été aussi très active à ce niveau-là. Nous avons travaillé sur le cumul du RSA avec d'autres activités. C'est vrai qu'aujourd'hui, les bénéficiaires et les allocataires du RSA hésitent
à prendre une activité saisonnière parce qu'ils ont peur de perdre leurs droits et on sait la difficulté qu'il y a derrière pour reconstituer un dossier, pour de nouveau bénéficier des aides. Et donc là, on a essayé avec la Chambre d'agriculture, parce qu'il y avait aussi un besoin, notamment pour les vendanges, de faciliter l'accès des allocataires du RSA à une activité complémentaire sans perdre le bénéfice, évidemment, de leur allocation. Voilà pour quelques exemples d'innovation que l'on essaye de mener sur notre département. Oui, ben, effectivement. Donc, sur ces questions, justement, ce qui est intéressant là dans ce que vous avez pointé, je ne sais pas si vous êtes on vous entend ou on vous entend plus. Donc, je disais, Oui. ce qui a été intéressant notamment, c'est la dynamique autour de l'emploi, effectivement, et de l'insertion aussi, là, que vous venez de pointer autour du RSA saisonnier, puisqu'en fait, ça, c'est tout le paradoxe des dispositifs, c'est qu'ils peuvent effectivement être des incitatifs. Dans le cas du RSA, effectivement, c'est que le mode de calcul fait qu'effectivement, les gens sur des emplois temporaires, j'entends, perdent en fait le bénéfice de leur allocation, ce qui peut les mettre en grande difficulté, en fait. C'est pour cette raison, effectivement, qu'il y a cette possibilité de cumuler le RSA avec un emploi saisonnier. Du coup, mais justement, sur ces dynamiques d'emploi, je sais que la Nièvre a été parmi les 10 territoires expérimentateurs de territoires zéro chômeur de longue durée. Aujourd'hui, justement, il est question d'avoir une nouvelle proposition, enfin un nouveau projet de loi pour étendre l'expérimentation à d'autres territoires. On parle d'une trentaine, je crois, de nouveaux territoires, ce qui est bien peu d'ailleurs. Mais est-ce que vous pourriez justement témoigner un petit peu de cette mobilisation des territoires au service de l'emploi, puisque la crise sanitaire qui est toujours en cours, finalement, est porteuse aujourd'hui d'une crise sociale qui va impacter lourdement, je dirais, la population. Oui, effectivement, dans la Nièvre, il y a, à hauteur d'un ancien canton, 2000 habitants, il y a un dispositif territoire zéro chômeur. Et on a maintenant 2 ans et demi de recul. Et vraiment, c'est extrêmement satisfaisant. Donc, je pense qu'il y a ça a permis à une centaine de chômeurs de longue durée d'avoir un CDI, puisque c'est un petit peu le principe. Hein, et après, d'être dans des activités qui ne sont pas prises en charge par le secteur marchand et de les valoriser. Et le résultat est vraiment excellent parce qu'au-delà d'avoir remis en selle ces gens qui adhèrent au système, c'est toute leur famille et c'est aussi tout le territoire qui vit forcément autrement, puisque des gens qui étaient en difficulté sociale d'un seul coup, finalement, se retrouvent en capacité à nouveau de faire des projets. Il semble au cours d'une enquête qu'on a même remarqué qu'ils étaient capables de se remettre à faire des bébés, hein, que la natalité pouvait augmenter sur ce territoire-là. Donc ça veut dire effectivement que les gens arrivent à se projeter avec un CDI qui est un CDI de 5 ans. Et là, on n'a pas encore tout à fait les résultats, mais on a voulu faire une vraie enquête sociale et sociétale pour voir effectivement ce qui se passait sur ce territoire. Donc je pense qu'on l'aura bientôt et que ce sera intéressant de regarder. Mais ça va faire plaisir à Jean-Luc parce que je vais un petit peu parler du revenu de base. Et j'aurais adoré expérimenter le revenu de base sur le même territoire où il y avait territoire zéro chômeur. Parce que c'est vrai que ça aurait été assez exceptionnel de traiter effectivement les problématiques d'emploi, mais aussi de traiter les problématiques de ceux qui sont aujourd'hui pas capables d'accéder à l'emploi. Parce qu'il ne faut pas rêver, même avec territoire zéro chômeur, on a encore des gens qui ne peuvent pas accéder à l'emploi. Et on aurait traité l'ensemble de ces problèmes. Ça aurait été extrêmement intéressant de voir ce que ça donnait en termes social et sociétal sur un petit territoire déterminé où finalement on donnait à tout le monde les moyens non plus de survivre mais de vivre. Et c'est un petit peu dommage, c'est un regret de plus sur le fait qu'on n'ait pas pu mettre ce dispositif en marche, mais c'est vrai que j'aurais adoré expérimenter ça. Alors, le parallèle est d'autant plus intéressant qu'il y a dans les deux cas, en fait, ça nécessite une loi d'expérimentation. Donc, effectivement, ça demande un cadre, en fait, de modifier le cadre légal pour permettre d'expérimenter ces dispositifs. Et effectivement, le revenu de base, nos 3 départements ont porté, avec le groupe socialiste à l'Assemblée nationale, une proposition de loi
hein, d'expérimentation qui a été rejeté par la majorité présidentielle en janvier 2019. Et c'était la Gironde, effectivement, qui était à l'initiative de cette affaire. Alors, peut-être donc sur ce volet de protection, parce qu'effectivement, il faut toujours traiter à la fois la protection avec la redynamisation des personnes, hein, et avec l'accompagnement, la remise en emploi. Les deux sont en réalité intrinsèquement liés, et vous avez tout à fait raison. Enfin, je pense ça aurait été effectivement très intéressant de pouvoir expérimenter les deux au même endroit. Voilà. Alors Jean-Luc Leys, justement, peut-être le revenu de base, là c'est un peu l'une des initiatives un peu phares, hein, des départements du point de vue de l'innovation, de l'expérimentation, qui a embarqué quand même une vingtaine de départements dans la démarche. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette affaire-là? Alors en fait, nous sommes en Gironde au départ partis de constats. D'abord du fait que le RSA entraîne un fort non-recours au droit, puisqu'on estime à peu près à 30% les personnes qui pourraient bénéficier du RSA, mais qui ne le sollicitent pas pour diverses raisons, parce qu'ils ne connaissent pas le dispositif, parce que c'est trop compliqué en termes de démarches administratives, ou parce que culturellement, ils estiment qu'ils ne veulent pas solliciter une aide sociale. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est l'évolution aussi du monde aujourd'hui avec l'ubérisation du travail et donc une plus grande précarité d'un certain nombre de personnes qui travaillent. C'est aussi la question des jeunes qui sont complètement exclus du champ du RSA entre 18 et 25 ans et dont le taux de pauvreté est largement supérieur à la moyenne du taux de pauvreté en France. C'est la question des parcours aussi, avec des parcours qui ne sont plus comme on les a connus par le passé. On entrait dans une entreprise à 18 ans en 1950 et on espérait en sortir à la retraite dans la même entreprise. En fait, aujourd'hui, on voit bien que les parcours sont beaucoup plus fractionnés. Et donc, il y a parfois des chaos dans le parcours qui sont subis et parfois des choix de changement de parcours, donc qui sont choisis à ce moment-là, avec des reconversions professionnelles, avec des formations à suivre pour changer de métier, etc. Et ce que l'on sait, c'est que toutes ces personnes-là, et nous les avons vues, nous, notamment au travers d'un jury citoyen que nous avions mis en place avec une centaine de personnes, et bien, toutes ces personnes-là étaient en demande d'une solution de protection sociale qui non seulement soit le pansement qui apporterait une solution aux questions de grande pauvreté ou de grande précarité, mais qui serait aussi un facteur d'émancipation, c'est-à-dire qui permettrait à un certain moment d'opérer dans sa vie des choix différents en termes de parcours, et à ce moment-là de décider de changer de vie, de changer de métier, de s'orienter différemment, de s'engager dans une formation, etc. Et donc, à partir de là, nous avons travaillé avec la Fondation Jean Jaurès et l'Institut des politiques publiques pour essayer de modéliser ce que pourrait être ce qu'on a appelé, nous, un revenu de base, parce qu'il y a une sémantique assez diverse sur le sujet. Nous avons choisi, nous, l'appellation revenu de base, qui serait un revenu qui aurait un certain nombre de caractéristiques. Alors, la Gironde était celle au départ, puis assez vite, la Nièvre, l'Aude et plein d'autres départements nous ont rejoints. Nous nous sommes retrouvés à 19. Nous avons arrêté quelques grands principes. Premier principe, l'ouverture aux jeunes entre 18 et 25 ans. Ça nous paraissait absolument essentiel. Deuxième principe, fusionner à minima le RSA et la prime d'activité. On s'était interrogé sur les allocations logement, mais finalement, nous étions revenus en arrière là-dessus. Et puis ensuite, il y avait quelques grands principes qui étaient l'automaticité, un versement automatique de ce revenu de base dès qu'on remplit les conditions pour le recevoir, ce que permet aujourd'hui le prélèvement à la source au niveau de l'impôt. Automaticité, inconditionnalité. Alors ça, c'était un sujet évidemment de débat. Faut-il conditionner ou pas? Notre vision à nous était plutôt de dire il ne faut pas conditionner parce que si ce revenu de base est un facteur d'émancipation, ça n'est pas par la sanction de 2 emplois raisonnables qui sont proposés, au-delà desquels, si vous avez refusé, on vous enlève l'allocation. Il nous semblait que ce raisonnement-là n'était pas le bon pour favoriser l'émancipation et particulièrement chez les jeunes. Et puis, dernier point, faire en sorte que ce ne soit pas un solde de tout compte de la protection sociale. C'était vraiment aussi une dimension forte que nous avons portée. Ça n'était pas nous vous versons un revenu de base et terminé, ne venez plus rien nous demander, mais c'était bien que ce soit une part de la protection sociale et qu'elle soit plus efficace, plus bienveillante, plus égalitaire sans doute aussi, dans le monde que nous connaissons.
Nous avons choisi un modèle qui était aussi un modèle qui était donc financé par des fusions d'allocations, RSA et primes d'activité, mais il fallait compléter par une solidarité nationale au niveau de l'État, tout simplement parce que les jeunes étant exclus du RSA, eh bien, ne sont pas aujourd'hui financés au titre de la solidarité, alors qu'il est inacceptable que le taux de pauvreté soit aussi élevé chez eux. Et deuxièmement, parce qu'il y a aussi le non-accès aux droits et qu'il nous semblait que de par la solidarité nationale, il fallait impérativement que ce non-accès aux droits soit pris en charge. Et donc, nous sommes arrivés jusqu'à une proposition de loi. Effectivement, cette proposition de loi qui a été portée par Hervé Solignac et Valérie Rabault à l'Assemblée nationale a malheureusement été bloquée non seulement sur l'acceptation ou pas de mettre en place une expérimentation, puisque tout ce que nous demandions, nous, c'était une expérimentation, et je rejoins Alain là-dessus, il aurait été intéressant d'expérimenter plusieurs dispositifs comme territoire zéro chômeur et revenu de base, mais à l'Assemblée nationale, ça a été bien pire, c'est que il y a eu non-débat sur le sujet, alors que pourtant, au-delà du Parti socialiste qui était porteur de la démarche, eh bien, plusieurs partis politiques d'obédience assez diverses, jusqu'aux Républicains notamment, sollicitaient au moins d'avoir le débat en disant on n'est pas forcément d'accord sur le modèle proposé, mais débattons-en parce que c'est un vrai sujet de société sur la protection sociale. Eh bien, malgré ces demandes-là multipartisanes, la majorité présidentielle a décidé de ne pas laisser la parole au débat et donc nous n'avons jamais débattu de ce sujet, en tout cas pas à cette occasion-là. Alors on voit bien effectivement à travers aussi cet exemple que derrière la question des expérimentations, de toutes ces initiatives qui se mettent en place, en réalité il y a la question démocratique. C'est un point absolument central. En plus, le débat avait eu lieu donc, en janvier 2019, c'était en pleine crise des Gilets jaunes, hein, les Gilets jaunes qui d'ailleurs, dont la principale revendication portait justement sur la question démocratique à travers le référendum d'initiative citoyenne, hein, qui en est un outil, mais qui en tout cas constitue une véritable aspiration de ce point de vue de la population à, eh bien, à prendre la parole, à ne pas être seulement représentée, plus ou moins bien d'ailleurs en l'occurrence, hein. Voilà, donc là peut-être, alors que lors des dernières élections municipales, on a vu de nombreuses listes citoyennes se présenter, alors que pour le revenu de base, vous avez mentionné l'existence d'un jury citoyen notamment, je sais qu'il y a eu aussi des enquêtes en ligne, enfin, différentes démarches qui ont visé à associer la population. J'ai une question au niveau des territoires, surtout que la décentralisation a souvent été accusée en fait d'être une, alors je vais être provoque, hein, mais d'être une décentralisation au service des notables au fond. C'est-à-dire qu'on disait, on va fabriquer des élus locaux, des petits potentats locaux, mais où est la population dans la décentralisation? Voilà, donc c'est la petite provoque juste avant ma question. C'est au fond, comment vous, à la tête donc de la démocratie locale hein, et de ces institutions, vous arrivez véritablement à associer les citoyens aux décisions et aux décisions que vous prenez et aux actions que vous mettez en place pour passer véritablement d'une démocratie intermittente, cette idée finalement que la démocratie ne serait qu'un rendez-vous tous les 4 ans, 5 ans, 6 ans, tous les 5 ans ou 6 ans en général d'élections, hein, donc un rendez-vous lors d'élections, à une véritable démocratie permanente qui permet aux citoyens d'investir vos institutions. Est-ce que vous avez des exemples justement d'actions que vous conduisez pour véritablement partager le pouvoir? Alors, je ne sais pas qui veut se lancer sur le sujet. Peut-être oui, dans la Nièvre, en disant, je vais essayer d'aller assez vite. Ce qui a été fait, et puis ce qu'on a en projet assez rapidement, bon, on a mis en place un conseil départemental jeune, ce n'est pas très original, mais c'est effectivement important parce que ça permet de faire participer une catégorie de jeunes qui nous sont chers et qui sont les collégiens, qui nous sont chers parce que c'est dans les compétences du conseil départemental. Le budget participatif, qui est bien sûr une manière de faire participer l'ensemble des citoyens, et quelque chose d'un peu plus original, on a mis un conseil des citoyens en transition. Ça veut dire qu'on a tiré au sort dans chaque canton sur des gens qui étaient volontaires, donc qui se réunissent régulièrement, on réunit régulièrement ce conseil, et qui est chargé de regarder et d'étudier les projets du département et de regarder s'il faut en améliorer le volet écologique. Et on leur demande aussi de réfléchir à l'adaptation aux futurs changements climatiques. Et c'est quelque chose qui est assez nouveau, qui fonctionne depuis 1 an, et ça permet effectivement de faire participer les citoyens. Et là, on a 2 projets qu'on est en train d'initier qui avancent bien. Le premier, c'est un projet d'actionnariat populaire.
On a sauté sur l'occasion quand on a vu que finalement l'État autorisait les départements à aller au capital de nos bailleurs sociaux. Donc, on s'est dit dans le département de la Nièvre que sur l'habitat, donc les bailleurs sociaux, sur l'énergie, on a un syndicat d'énergie, et aussi sur la forêt, on pouvait installer un actionnariat populaire via le département pour effectivement aller prendre des actions, je vous dis, pour acheter de la forêt, pour faire de l'énergie renouvelable et pour éventuellement participer à la création de logements sociaux. Donc ça, c'est en cours, on est en train de le monter. Je pense qu'il y a d'ailleurs une discussion, plusieurs y réfléchissent. Et puis l'autre chose aussi, on est en train de mettre en place un label départemental qui, sur les produits alimentaires, serait décerné par des habitants du territoire, à la fois des producteurs, mais aussi des consommateurs, des gens tirés au sort, et qui effectivement participeraient à la mise en place de ce label sur des productions alimentaires départementales, de façon après à pouvoir signaler aux habitants de la Nièvre les produits qui sont soit fabriqués en Nièvre, soit complètement produits, soit transformés dans le département. Donc, c'est 5 exemples, 3 qui sont maintenant mis en place et 2 qu'on essaye de mettre en place, où là, on essaye effectivement de faire participer les citoyens nivernais. Ça marche très bien. Sur cette question de l'alimentation, on pourrait citer aussi une proposition. On voit là, c'est ce qui est très intéressant, on pourrait citer une proposition qui est la sécurité sociale alimentaire. Là, il y a un certain nombre d'acteurs qui appellent à cela. Ça pourrait être aussi d'ailleurs une piste d'expérimentation. C'est-à-dire, c'est l'idée en fait de prélever une part de cotisation. Alors ça, c'est sur le plan national. Ce serait une part de cotisation sur les salaires pour financer effectivement un accès à l'alimentation, qui serait considéré au fond comme un risque quelque part, au même titre que la question du vieillissement à travers les retraites, le chômage et autres. Donc là, il pourrait y avoir d'ailleurs un système, vous avez des logiques, vous l'avez dit, d'actionnariat, des logiques de finance solidaire, à travers de l'actionnariat sur en fait des biens communs. Vous avez cité l'énergie, l'eau, la forêt. Ça pourrait prolonger au fond votre réflexion effectivement autour de ces questions alimentaires. Est-ce qu'il y a d'autres exemples peut-être au niveau que ce soit de la Gironde ou de l'Aude sur ces questions de participation citoyenne? Est-ce que vous en avez d'autres à citer? Alors, oui, nous pareil, on a mis en place un comité économique, social et environnemental que nous saisissons sur les grandes politiques publiques que nous mettons en place, mais qui peut également s'autosaisir. Récemment, nous avons des chiffres qui ne sont pas très très bons sur la problématique des violences intraconjugales. Et donc, nous avons travaillé avec eux sur des pistes de prise en charge un peu innovantes de ces problématiques-là. Donc, voilà un exemple. Alors, ce comité, en fait, ce sont évidemment, on y retrouve des acteurs associatifs, mais aussi des gens de la société civile qui se sont portés volontaires. Et donc, l'idée, c'est vraiment de les associer. Quand on a participé aux revenus de base, on a sollicité l'ensemble des organes de consultation, évidemment ce comité, mais aussi le conseil des jeunes, à toutes les étapes. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et puis, nous aussi, nous avons mis en place donc un budget participatif avec l'idée de consulter l'ensemble des Audois pour choisir les projets qui leur semblent les plus pertinents pour leur territoire. Voilà quelques exemples. Oui, alors on voit effectivement que se décline au fond au niveau des territoires, alors que ce soit c'était le Conseil des transitions, des citoyens en transition pour la Nièvre ou avec le CESE de l'Aude finalement. On voit bien que se décline
des organes, je dirais, consultatifs, institutionnels, qui existent aussi au niveau de l'État. On voit bien que ça prend corps effectivement à tous les étages. Alors, le budget participatif est sans doute une des innovations les plus intéressantes aussi de ce point de vue, puisque les budgets participatifs, bon, ça existe évidemment depuis le Brésil, hein, Porto Alegre, qui est là, depuis en fait la fin des années 80, mais ça s'est véritablement mis en place en France, dans les municipalités d'abord lors de la dernière mandature, et depuis quelques années maintenant effectivement dans les départements. Alors, je sais qu'en Gironde, évidemment, il y en a un qui a une originalité, puisqu'il a été ciblé sur les jeunes. Hein. C'est un budget participatif effectivement ouvert exclusivement aux jeunes, ou quasi exclusivement d'ailleurs, parce que c'est un peu plus compliqué que ça, aux jeunes. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots, Jean-Luc Glaise? Oui, je vais parler du budget. Je donnerai aussi deux ou trois autres exemples, peut-être pour illustrer en complément de ce qu'ont dit les collègues. Budget participatif, effectivement, nous avons décidé, c'est inédit en France, de le cibler vers les jeunes. Se poser la question de savoir qu'est-ce qu'un jeune? Est-ce qu'on est jeune à partir de 7 ans et suffisamment mature pour pouvoir proposer quelque chose? Est-ce qu'on est jeune jusqu'à 30 ans ou pas? Nous avons en fait consulté, nous, les Girondines et les Girondins, en leur disant quelle est votre vision de ce que pourraient être des jeunes qui proposeraient des idées, des projets pour un budget participatif. Et donc, ils ont voté. Et en fait, la tranche qui a été retenue, la tranche 11-30 ans. Et là, nous sommes au stade où 214 idées ont été déposées. Et nous sommes en train de les analyser pour voir comment nous pouvons garantir qu'elles soient transformables en projets. Et ce sont là aussi les Girondines et les Girondins qui voteront et qui choisiront les projets qui pourront être ensuite mis en œuvre. Je voudrais donner quelques exemples quand même. Alors, bon, il y a des choses un peu classiques. On a mis en place, nous, donc je l'évoquais tout à l'heure, un jury autour du revenu de base avec lequel nous avons travaillé sur cette proposition de revenu de base. Nous avons aussi, j'ai constitué un panel citoyen de 40 personnes à qui nous avons demandé d'écrire la question à laquelle ils allaient répondre et qui était une question plutôt orientée sur la résilience. Et donc, en gros, la question qu'ils ont écrite eux-mêmes, c'est… Pour les auditeurs, c'est quoi la résilience? Alors, la résilience, c'est la capacité à anticiper et à s'adapter aux crises qui peuvent se présenter à nous. Alors, nous avons eu un exemple de travaux pratiques, le Covid, que nous avons encore d'ailleurs aujourd'hui, et qui est un exemple d'une sorte d'effondrement de notre société à un moment donné, effondrement sanitaire, mais derrière économique et social. Et donc, la question est de savoir comment nous anticipons, là nous n'avons pas pu le faire, mais comment nous nous adaptons finalement à cette situation de crise. Et donc, l'idée, c'était que ces citoyens réfléchissent à ce sujet. Ils ont écrit une question qui est à peu près… comment pouvons-nous ensemble anticiper et préparer les solutions pour faire face aux crises Et donc, ils ont fait un travail pendant 4 ou 5 mois et produit un document qui est conséquent, qu'ils vont venir présenter dans l'hémicycle à la prochaine séance plénière d'ailleurs. Et nous aurons donc l'occasion de les voir expliquer ce qu'ils attendent de nous. Je voudrais donner 2 ou 3 exemples complémentaires. D'abord, nous avons mis en place un conseil départemental de la protection de l'enfance. C'est-à-dire que désormais, nous concevons notre politique protection de l'enfance avec des enfants qui sont aujourd'hui pris en charge par la protection ou qui sont sortis de la protection parce qu'ils sont devenus adultes et qui peuvent parler avec recul de leur expérience. Et c'est très enrichissant pour nous de savoir comment ils vivent parfois ce qu'ils peuvent considérer comme étant un peu de la maltraitance administrative parce qu'on demande beaucoup de choses, parce que c'est compliqué, parce que la relation avec la famille d'accueil par rapport à la famille d'origine, c'est compliqué aussi. Et donc tout ce qu'ils expriment dans ce cadre-là est absolument enrichissant pour nous aider à ajuster la politique publique. Autre exemple, je me suis trouvé dans une permanence où une personne handicapée m'amène un courrier de refus de prestation et en me disant « je ne comprends pas le courrier ». Et quand j'ai le courrier sous les yeux, bien que je sois président de département, je ne comprends pas plus ce qui est écrit dans ce courrier, qui est écrit dans un infâme jargon administratif. Donc ce que nous avons fait, nous avons demandé à des personnes handicapées, puis ensuite à des personnes âgées, de réécrire tous les courriers que nous leur adressons, les courriers de notification, positives, négatives, etc., de manière à ce qu'ils soient intelligibles pour chacune et chacun et que nous soyons du coup dans une administration bienveillante. Et je terminerai par un point qui n'est pas tout à fait la question de la citoyenneté, mais plutôt celle de l'émancipation personnelle et de la manière dont chacun peut se saisir de son destin. Nous avons mis en place dans le département des conférences familiales. Elles consistent, je vais vous citer un exemple très simple, une petite fille de 9 ans et son frère de 11 ans vivaient très mal la séparation de leurs parents.
Bien, grâce aux conférences familiales, ils viennent voir un travailleur social, ils sollicitent l'organisation de ce qu'on appelle donc une conférence familiale, composée de membres de la famille, de membres amis, de personnes dans lesquelles ils ont confiance. Il y avait par exemple là, dans cette situation, la CPE du collège dans laquelle le jeune garçon avait confiance. Et donc, à partir de là, ce sont les enfants qui ont convoqué la conférence familiale, ce sont eux qui ont dit qu'est-ce qu'ils attendaient de cette conférence familiale devant tout le groupe qu'ils avaient constitué. Ensuite, l'animateur qui est là au départ s'extrait de la conférence, la laisse se dérouler, revient ensuite, prend connaissance des attendus et des conclusions et n'influe pas du tout sur les choix qui ont été opérés, mais essaie simplement de faire en sorte qu'ils soient mis en œuvre avec un calendrier, etc. Et donc, ce sont des exemples où des citoyens peuvent se saisir de leur destin via un outil proposé par les travailleurs sociaux. Ce n'est pas de la citoyenneté telle qu'on l'entend dans la consultation citoyenne, mais c'est quand même une forme de citoyenneté individuelle que nous proposons. Oui, c'est-à-dire, au fond, c'est les questions d'empowerment, de capacité d'agir, de pouvoir d'agir, l'idée que les personnes, effectivement, puissent... c'est la démocratie ordinaire, en fait. C'est-à-dire, c'est la personne qui maîtrise son propre destin sans qu'il y ait de tutelle, au fond, y compris celle du travailleur social qui s'applique à ces personnes. Pour poursuivre, alors, ce qui était intéressant aussi dans ce que vous avez les uns et les autres pu présenter, on l'a vu à plusieurs reprises, c'est qu'au fond, vous touchiez du doigt la question écologique. Alors, on pourrait dire d'ailleurs que ça n'a rien d'évident, parce que les départements, mais qu'est-ce qu'ils parlent d'écologie? Ils s'occupent surtout du social, donc on pourrait s'en étonner éventuellement. En tout cas, l'écologie, ça renvoie aussi à cette idée, moi j'ai constaté, d'essayer de le concilier avec le social précisément, et souvent à travers des discours. Alors moi j'ai parfois l'impression qu'on est beaucoup sur les discours, hein. Je ne parle pas de vous en l'occurrence, vous allez pouvoir démontrer j'imagine le contraire, mais en tout cas on entend fin du mois, fin du monde, pas d'écologie sans justice sociale, etc. Mais derrière, dans ces grands propos nationaux, on a l'impression que ce sont des propos surtout stratosphériques qui atterrissent assez peu sur des solutions très concrètes, hein, et sur des actions. Donc je serais curieux justement de savoir, vous, les départements qui avez les compétences sociales, c'est votre cœur de métier, hein, en gros les 2/3 de vos budgets sont consacrés à ces dépenses sociales, on l'a déjà un peu dit tout à l'heure. Comment vous vous saisissez de ces questions écologiques, par quel prisme et concrètement quelles actions pouvez-vous mettre en œuvre? Je sais que dans l'Aude, il y a une innovation, une expérimentation de ce type autour de la notion de revenu de transition écologique qui n'est pas le revenu de base. Peut-être pourriez-vous nous en dire un peu plus. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est dans vos délégations. Alors non, enfin c'est pas dans la délégation dans le sens où c'est pas le département qui porte le projet. On accompagne en fait une petite commune rurale qui souhaite mettre en place donc un revenu de transition écologique. Donc l'idée de ce revenu de transition écologique, donc ce serait un revenu qui serait conditionné à une activité soit soit dans un but écologique, soit dans un but social. Donc pour le moment, on accompagne un petit peu cette commune. Les choses ne sont pas encore totalement mises en place, mais bon, l'idée ce serait de développer ce revenu à l'échelle d'un micro-territoire. Voilà, qui est une petite communauté de communes à côté de Limoux, donc en zone rurale. Voilà, pour ce revenu de transition écologique. Mais pour le moment, les choses sont en construction, ça n'est pas encore complètement abouti. Voilà. Un projet. Mais vous avez sûrement est-ce que vous avez d'autres exemples alors, peut-être de choses plus abouties dans ce cas Oui, alors là encore, parce qu'on est un département très rural, je pense à une petite commune des Corbières qui a fait l'achat d'un véhicule électrique et une mise à disposition gratuite de ce véhicule électrique. Là encore pour répondre à la fois à la transition écologique
Et puis, clairement, à des problèmes de mobilité. Ça favorise aussi le lien social parce que bien souvent, ce véhicule est utilisé en covoiturage. Ça permet notamment d'accompagner des personnes âgées qui ne conduisent plus pour des rendez-vous médicaux, pour des démarches administratives. Voilà, donc c'est vraiment un service qui a été plébiscité, qui fonctionne très bien et qu'on souhaite déployer sur d'autres communes du département. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, alors ça, on voit beaucoup se développer effectivement ces formes de covoiturage, y compris dans le secteur rural, où évidemment c'est difficile de mettre en place des transports collectifs. En tout cas, c'est potentiellement très coûteux. Et c'est vrai que les systèmes de covoiturage se développent de plus en plus, et c'est assez inévitable évidemment dans des périmètres peu denses. Alors, est-ce que au niveau des autres départements, donc pour la Nièvre et la Gironde, alors peut-être la Nièvre. Sur les questions écologiques, justement, comment vous en saisissez-vous? Vous aussi, vous avez un département plutôt rural. Comment vous en saisissez-vous? Parce que justement, l'écologie, souvent, on dit, mais c'est un truc d'urbain, c'est les métropolitains, là, c'est les bobos qui veulent absolument l'écologie. Et dans le rural, d'ailleurs, le vote vert est assez peu implanté de manière générale. Donc, comment un territoire rural arrive à se saisir de ces problématiques? Alors, je pense que le problème un problème que j'ai du mal à régler, c'est le problème de la mobilité. Et c'est vrai que je reconnais qu'on reste un peu sans réponse à ces problèmes de mobilité, qui d'ailleurs, il faut le rappeler, chez moi dans la Nièvre, les problèmes de mobilité étaient probablement une des premières raisons du développement du phénomène des gilets jaunes. C'était une vraie problématique. Et c'est vrai que c'est un petit peu juste, donc on a essayé de développer le plus possible de modes de transport, mais c'est nettement insuffisant. Et là, je reconnais qu'on n'a pas forcément avancé. Sur les problèmes d'éco-compatibilité, on a plutôt travaillé sur notre capacité, par exemple, à trouver des modes de chauffage éco-compatibles sur nos bâtiments. Et je pense en priorité à nos collèges. Donc maintenant, presque quasiment tous nos collèges sont en biomasse ou avec des circuits de chaleur particuliers. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Et aussi, il y a un deuxième axe, parce que c'est un peu l'idée qu'on a. Alors, effectivement, c'est l'idée de se dire que 210 000 habitants dans la Nièvre, une grande surface, très très rapidement, et il y a des communautés de communes qui sont déjà arrivées, vous êtes en capacité de fabriquer autant d'électricité renouvelable que nous en avons besoin, chauffage mis à part. Donc, on a par exemple dans la Nièvre une communauté de communes de 23 000 habitants, que je connais bien parce que c'est la mienne, qui fabrique assez d'électricité pour 30 000 habitants, uniquement de façon renouvelable, en faisant un mix énergétique qui va de l'énergie hydroélectrique, du photovoltaïque, de la biomasse. Et aujourd'hui, donc, on commence à avoir des communautés de communes qui deviennent indépendantes énergétiquement, et donc on les aide. Et de temps en temps, on essaye de faire des choses assez originales. Là, je pense que je vais inaugurer d'ici la fin de l'année 3 hectares de panneaux photovoltaïques qui sont en ombrière sur les circuits automobiles de Manicourt que tout le monde connaît. Donc c'est fini, c'est installé. Et nous avons installé 3 hectares d'ombrière sur ce circuit qui est une propriété du département, qui nous permet de faire de l'électricité pour 1500 foyers, soit en gros 4500 habitants. Et on sait qu'on a des réserves et on va faire pareil. Et j'ai un dossier sur un petit aéroport qui est co-géré par l'agglo de Nevers et le département, où là aussi on a plusieurs hectares et sur lesquels on est en train de réfléchir à mettre du photovoltaïque. Donc c'est vrai que finalement, quand je regarde bien les efforts du département sur les problèmes énergétiques, sur les problèmes écologiques, c'est finalement essentiellement sur des problèmes énergétiques. Et que c'est un choix qui a été fait depuis longtemps, et c'est vrai qu'on a en permanence cette réflexion. Il y a quand même aussi quelque chose qui est extrêmement important, qu'il faut dire, c'est qu'on a un dispositif dans le domaine social, on a un dispositif pour la rénovation des logements qui sont des passoires thermiques, et que, en gros, à chaque commission permanente, donc 210 000 habitants, nous avons 80 à 100 dossiers de réhabilitation énergétique faits dans des appartements. Là, effectivement, c'est une véritable intervention sociale en termes d'éco-compatibilité.
Oui, en effet, et là on est au cœur des inégalités, de ce qu'on appelle maintenant les nouvelles inégalités environnementales, effectivement, avec des gens qui payent des factures très importantes tout en effectivement étant des passoires énergétiques. On n'a plus d'autres dispositifs, hein, mais on a un dispositif du département qui vient en soutien d'autres dispositifs pour faire de la rénovation thermique dans des habitations où les gens ont des conditions économiques particulières. Oui, c'est un enjeu effectivement clé en termes de transition écologique sur lesquels les collectivités ont un effet levier absolument énorme. Voilà, c'est 4 à 500 logements tous les ans qui sont rénovés en partie avec des aides du conseil départemental. Très bien. Alors je sais, donc pour la Gironde, Jean-Luc Glaise, justement on a parlé des solutions de chauffage. Je sais que vous avez eu notamment une expérimentation en la matière dans un bâtiment qui regroupe à la fois des services sociaux et des logements HLM. Vous pourrez peut-être nous en dire un mot, parce que je sais que c'était une première mondiale en plus, donc sur le chauffage avec des radiateurs. Voilà, vous allez nous expliquer, enfin avec des radiateurs, avec des serveurs plutôt. Des fois avec des radiateurs, ça paraît assez commun. Mais voilà, vous allez peut-être pouvoir nous en dire un mot. Et puis plus généralement, vous avez adopté il y a quelques mois une stratégie de résilience. Vous avez défini le mot résilience. Du coup, vous pourrez peut-être nous expliquer ce que ça recoupe en termes d'action justement pour le département et en quoi ça peut être ou pas, c'est une question, structurant de vos politiques publiques. Alors, sur le système de chauffage, effectivement, il est extrêmement inédit. En fait, il faut que vous sachiez que les centres de données qui réalisent des calculs informatiques produisent énormément de chaleur et nécessitent d'être refroidis. Donc, ça veut dire qu'il y a une énergie qui est produite et en plus qu'il faut une autre énergie pour refroidir cette énergie produite. Nous allons capter l'énergie produite et nous l'injectons dans un bâtiment qui aujourd'hui est sur Bordeaux, mais nous sommes en train de le faire aussi sur un collège sur Senon. Nous injectons dans ce bâtiment, dans des radiateurs ordinateurs, je vais les appeler comme ça, des calculs en volume plus ou moins important. Plus il y a de volume de calcul, plus la chaleur de l'ordinateur radiateur monte et plus elle chauffe la pièce. Alors l'intérêt que nous avons dans cette affaire, c'est que premièrement, cette énergie qui est perdue dans les centres de données, nous en récupérons une partie. Or, c'est une énergie perdue, c'est-à-dire qui ne coûte rien. Deuxièmement, nous permettons qu'il y ait moins de climatisation dans les centres de données. Et surtout, dans le bâtiment concerné, 2 étages de services départementaux, 3 étages de logements sociaux, eh bien, le chauffage et Internet sont gratuits, puisque c'est un partenariat avec une banque, et donc c'est le grand capital qui chauffe le logement social. C'est une banque qui a accepté un partenariat, qui injecte des calculs dans ses ordinateurs radiateurs et qui permet donc de chauffer et de bénéficier d'Internet gratuitement dans le bâtiment. Et nous sommes en train de reproduire le modèle désormais sur les locaux administratifs d'un collège. Et donc l'idée, c'est peut-être de continuer à développer cette idée-là parce qu'elle nous semble extrêmement intéressante et porteuse d'innovation. Sur la stratégie de résilience territoriale, je vais essayer de faire simple. Dans cette idée d'anticiper les crises et de prévenir et donc d'être plutôt avec une action publique qui n'est pas simplement curatrice quand le problème est arrivé, mais qui soit vraiment en anticipation et en préparation de l'avenir et du monde d'après. J'ai demandé à l'ensemble de mes élus, l'ensemble des élus du département, de fixer pour 2020 un premier objectif dans les politiques publiques dont ils ont délégation qui aille dans le sens justement de à la fois de ces solidarités humaines, mais aussi territoriales et de ce respect environnemental. Et puis, nous nous sommes fixés des objectifs à l'horizon 2025-2030 pour dire qu'est-ce que nous pourrions avoir comme plus grande ambition en matière de politique publique. Je vais citer un exemple très simple et très facile à comprendre. Désormais, toutes nos aides au monde agricole ne sont plus du tout attribuées à l'agriculture conventionnelle. Elles sont uniquement fléchées vers de l'agriculture raisonnée à minima, voire bio, de manière à garantir effectivement que nous ayons une agriculture respectueuse sur le territoire. J'en profite, puisqu'on parle des innovations là aussi, pour indiquer que nous sommes en train de mettre en place une ferme départementale. Nous avons acheté une propriété
Et sur cette propriété, nous proposons des terres à des maraîchers. Nous avons fait un appel à candidature. Nous avons une cinquantaine de maraîchères et maraîchers qui sont venus, qui ont déposé des dossiers. Nous sommes en présélection désormais des lauréats. Et d'ici la fin de l'année, il y aura installé sur ce site, qui a aussi des vocations culturelles et sociales et d'économie sociale et solidaire par ailleurs, eh bien, il y aura des hectares qui seront cultivés par des maraîchers à destination des écoles et des collèges de cette partie du territoire, c'est-à-dire le Médoc. Merci pour ces éclairages. Effectivement, là aussi, hein, on voit bien comment au fond, les politiques publiques se coproduisent en l'occurrence. Hein, là, avec des maraîchers, c'est-à-dire qu'effectivement, la puissance publique est à l'impulsion et puis ensuite, finalement, tous ceux qui veulent participer de ces dynamiques de transition peuvent venir contribuer et s'installer dans la démarche. Alors, peut-être pour maintenant en venir, parce qu'on a vu un grand foisonnement. Vous avez témoigné finalement de tout ce foisonnement d'initiatives, de solutions locales qui touchent finalement aux transitions, hein, à ce qu'on appelle les transitions, donc transition écologique et solidaire en fait, en alliant les deux, en associant les citoyens, en expérimentant, en essayant à chaque fois évidemment de penser à l'essaimage, à la diffusion de ces innovations, hein, de ces expérimentations que vous pouvez mettre en œuvre. J'aurais des questions maintenant un peu plus nationales, j'ai envie de dire, parce que ce qui est intéressant, c'est le lien précisément entre ce que vous pouvez faire dans vos territoires, mais aussi le niveau national. D'ailleurs, le Festival des idées, de base, vise à mettre en relation, je dirais, l'ensemble de la gauche, hein, de la gauche politique, sociale, intellectuelle, pour effectivement inventer ce que pourrait être, au fond, un programme de transformation, hein, pour le pays. Et donc, on le voit à travers toutes vos solutions, vous êtes un petit peu au cœur, évidemment, de cette démarche. Alors, avant de parler plus directement des présidentielles, hein, je ne sais pas si vous y pensez tous les matins, mais en tout cas, pour la partie nationale, on a eu hier des annonces du Premier ministre qui a évoqué le plan de relance, donc, qui fait suite évidemment à la crise sanitaire et qui vise à répondre à la crise économique et sociale qui est déjà là. Quel est votre avis sur ce plan de relance et quelles seraient les attentes au fond de vos territoires par rapport à ce plan de relance qui reçoit déjà un certain nombre d'attaques? Est-ce que vous pourriez peut-être réagir par rapport à ça? Quelles seraient les attentes de vos territoires par rapport à ce plan de relance économique et social de l'État? Est-ce que vous en avez des attentes? Quelqu'un veut réagir? Alors, je peux réagir. Qui est-ce qui prend la parole? Peut-être le président du groupe de gauche de l'ADF, ça sera un bon démarrage pour un bon on va inverser les rôles. On va inverser les rôles. En fait, ce qui était attendu, ce qu'il faut savoir, c'est que 70% de l'investissement public, et l'investissement public est important dans ce pays, passe par les collectivités locales. Ça veut dire que lorsqu'on prétend relancer l'économie française, il faut très vite garantir aux collectivités locales d'avoir les moyens de réaliser leurs investissements. Dans un département comme la Gironde, mais c'est valable pour plein d'autres, mais nous sommes ici avec une forte croissance démographique de 20 000 habitants de plus par an, il y a beaucoup d'investissements à réaliser. Nous avons par exemple un ambitieux plan collège pour 2024 qui vise à construire d'ici 2024 13 collèges neufs, en réhabiliter 10 lourdement et étendre les capacités d'un certain nombre d'autres. 640 millions d'euros. Nous avons, comme dans tous les départements, le déploiement de la fibre optique. 670, même c'est plus, on est à 800 millions d'euros, puisqu'il y a de plus en plus de prises à desservir. Donc, nous avons de l'investissement à réaliser dans tous les départements de France, et il me semble que ce plan de relance devrait être acteur d'une contribution financière pour permettre aux départements qui aujourd'hui se trouvent confrontés à un difficile effet ciseau entre la hausse du RSA, les dépenses liées au Covid et la baisse d'un certain nombre de recettes, et notamment les droits de mutation, il faudrait que l'État, à ce moment-là, nous aide à autofinancer nos investissements pour que nous puissions éviter de trop avoir recours à l'emprunt et pouvoir aller à la vitesse requise pour réaliser ces investissements. De ce que j'ai compris du plan de relance, sur les 100 milliards, il est question de 5 milliards d'euros pour les collectivités, mais avec des ciblages
tellement précis et pointu que je ne suis pas certain que cela corresponde véritablement aux attentes. Et puis, je trouve dommage qu'il ne soit pas reconnu la modernité des collectivités locales dans un plan de relance. Nous évoquons depuis le début de la discussion toutes ces innovations que nous pouvons porter les uns et les autres qui contribuent à une meilleure cohésion sociale, à une plus grande proximité, à une plus grande solidarité. Bref, ces valeurs qui ont été fortement appelées au moment du confinement et qui le sont encore après le confinement. Et moi, il me semble que ce plan de relance très économique, très entrepreneurial, et je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les entreprises, bien au contraire, parce qu'elles fournissent aussi de l'emploi, enfin, elles fournissent de l'emploi et qu'elles sont essentielles dans le panorama, mais je trouve qu'on a oublié dans ce plan de relance très entrepreneurial et économique, tout ce volet justement de la solidarité, de la proximité, de la cohésion sociale et des collectivités du service public qui, à mon avis, aujourd'hui, sont des ferments essentiels pour construire le monde d'après. Je voulais absolument laisser parler Jean-Luc parce que je me demandais s'il avait participé à la construction du plan de relance au titre de représentant des départements de gauche. Manifestement, il est un peu comme moi, il a un peu subi le plan de relance. Le plan de relance, on le subit un peu. La problématique de ce plan de relance, c'est que, Jean-Luc l'a dit, c'est finalement nous qui investissons. Et sur un département rural, pas très riche, c'est vrai que, comme le mien, c'est vrai que le département est important en termes d'investissement. Et moi, j'aurais bien aimé que ce plan de relance, je le construise avec ceux qui avaient envie de le mettre en place. Donc là, effectivement, j'ai pu dialoguer un petit peu avec Madame la préfète, et puis c'est vrai qu'on a partagé sur des choses en essayant de faire ressortir ce qui était le plus important, mais ça aurait été quand même bien qu'on participe en tant que tel au plan de relance et qu'on fasse ressortir les problèmes qui sont les plus importants. Moi, je prends un truc tout bête, on nous a un petit peu attaqué, chez Jean-Luc l'a été en particulier sur l'ASE, et on sait très bien que sur l'ASE, je pense que tous les départements ont des problèmes architecturaux, hein, avec souvent des bâtiments qui ont besoin d'être revus et corrigés. Le plan de relance, ça aurait été l'occasion, effectivement, de faire avec nous, de travailler avec nous à une vraie politique pour voir dans quel département il fallait qu'on intervienne pour effectivement reconstruire des bâtiments, refaire des bâtiments, faire que les enfants soient accueillis dans les meilleures conditions possibles. Le problème, c'est que c'est un peu... on a l'impression qu'il y a effectivement, alors il y a des milliards, hein, qui sont au-dessus de nous. Ils vont tomber un petit peu comme ça, mais c'est pas vraiment travaillé. Et c'est ça qui est dommage. C'est pour ça que je voulais absolument que Jean-Luc parle avant moi, parce qu'il aurait effectivement pu participer à la construction d'un vrai beau plan de relance à destination des départements. Une petite remarque aussi que je fais en tant que président de département. Dans cette période de crise, les communes, on leur donne des financements pour compenser. Nous qui sommes plus en difficulté financière que les communes, on nous prête. Alors ça, déjà, je trouve ça assez choquant. Et là, je dis un peu ma colère. Je pense qu'effectivement, c'est bien. Ah, Alain, le micro ça a été coupé. Hein. Voilà. Voilà, c'est pas tout à fait ce qu'on vous a dit. Donc moi, je regrette effectivement que les collectivités ne soient pas traitées toutes de la même façon. Merci pour ce retour donc un peu à chaud par rapport au plan de relance. Catherine, peut-être aussi, c'est ce que... Oui, peut-être pour conclure, dire quand même que nous sommes en première ligne sur les solidarités humaines, qu'on attend un premier trimestre assez difficile socialement. On est quand même assez inquiet sur l'augmentation du nombre d'allocataires du RSA. Les départements de gauche avaient souhaité une renationalisation du versement de l'allocation. Pour le coup, je pense que ça va être une question qui va se poser de nouveau. Voilà, on va être fortement sollicité. On a déjà les premiers chiffres qui remontent qui ne sont pas bons.
Et c'est vrai qu'on attendait de l'État un accompagnement plus important, notamment sur ce volet social et sur les plus précaires qui aujourd'hui vont être plus nombreux et qui vont nécessiter un accompagnement de notre part et donc des moyens supplémentaires pour les départements. Tout à fait. Alors, on voit bien là dans le débat qui s'installe, hein, le fait que le département est en première ligne sur les questions bien sûr sociales, mais avec des gros enjeux financiers, hein, puisque bien sûr vous êtes fortement dépendant des ressources finalement qui vous sont octroyées par l'État, avec ce paradoxe, c'est-à-dire que d'un côté vous avez de moins en moins de ressources, mais effectivement de l'autre vous avez de plus en plus de dépenses pour des compétences qui sont nationales en réalité, hein, en citant le cas du RSA. Je sais qu'il est prévu, enfin, il est envisagé qu'il y ait des expérimentations de renationalisation du RSA. Je ne sais pas si ça réglera l'ensemble du problème, hein, puisque au passage, l'État vous fera bien sûr les poches, mais il y aura en tout cas un sujet effectivement autour de cette question. Alors, peut-être pour poursuivre, pour sortir de l'actualité la plus immédiate, la question dans les disons dans 2 prochaines années, un peu moins de 2 ans, ça va être effectivement les élections présidentielles, puisque je pense que en gros, le Festival des idées, l'une de ses ambitions, c'était bien de construire une alternative, de fédérer, de faire converger des courants politiques divers, de gauche, progressistes, pour essayer effectivement de faire émerger une offre alternative donc, au gouvernement actuel. Donc peut-être que ce qui pourrait être intéressant là, c'est un peu, alors, et j'invite aussi d'ailleurs hein, l'ensemble, enfin le public, je dirais, à poser des questions hein, sur le chat. Hein, vous avez le chat sur lequel vous pouvez réagir, poser des questions. N'hésitez pas, on relaiera immédiatement ces questions et ces réactions. En tout cas, peut-être pourriez-vous tirer un peu les conclusions au fond de tout ce que vous nous avez présenté. Hein. On voit bien comment eh bien, énormément de solutions s'inventent au plan local, mais est-ce que au-delà de l'effet masse, hein, au-delà de l'effet masse de ces solutions, est-ce que certaines d'entre elles finalement pourraient inspirer, selon vous, un programme de gauche? Voilà. Est-ce que pour les prochaines présidentielles, et si oui, lesquelles? Est-ce que vous avez un petit peu réfléchi à ça? En quoi finalement vous pourriez inspirer ce futur programme de gauche qui va bientôt être en construction? Quelques solutions. Voilà. Je pense que tout ce qu'on a dit, toutes ces expérimentations, elles devraient être collectées, travaillées, et il est bien évident qu'il faudrait qu'elles fassent partie du programme que la gauche va proposer. C'est un faut terrain d'expérimentation qu'un département. Il ne faut pas que ça reste un terrain d'expérimentation, il faut que ça donne, faut que ça vienne, que ces expérimentations se transforment en propositions. Et donc, je pense que j'espère hein, la future tête de liste de gauche aux prochaines élections présidentielle, et j'espère qu'il y en aura une, j'espère qu'elle saura se tourner vers l'expérience des présidents de gauche, hein, qui, à mon avis, sont parmi les mieux placés pour les aider à enrichir un futur programme présidentiel. Ça me paraît être une évidence. Je pense malheureusement que ce n'était pas trop l'habitude, enfin, je suis peut-être un petit peu jeune dans le métier, mais je pense que ce n'est pas trop l'habitude, et c'est vrai que ça pourrait être une nouveauté intéressante que de mettre à l'occasion de la mise en place du futur programme, du futur candidat de la gauche, 5 ou 6 présidents de gauche particulièrement investis, qui seront, à partir de tout ce qui a été mis, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été organisé par les départements, apporter une contribution à ce programme. Merci. Alain, est-ce qu'il y a donc d'autres réactions par rapport à cette idée-là? Est-ce que vous avez des solutions particulièrement que vous souhaiteriez quand même voir se retrouver, je dirais, dans les 110 propositions du futur candidat ou de la future candidate à l'élection présidentielle? Quelles seraient-elles? Le revenu de base, de toute évidence, ça fait pareil, c'est assez typiquement quelque chose qui devrait être mis dans le prochain programme, parce que si le futur candidat au présidentiel se pose la question de comment on peut résoudre les problèmes de pauvreté, je pense qu'une des premières choses à faire, c'est effectivement de mettre en place ce revenu de base. Exemple.
Et c'est pour ça que ça aurait été bien que les départements puissent expérimenter. Mais on ne nous a pas donné cette possibilité. C'est possible. Donc, pour généraliser dans 2 ans, est-ce qu'il y a d'autres d'autres idées, d'autres solutions, Jean-Luc Glaise, Catherine, Catherine Bossis, qui vous viennent à l'esprit? Le souci, c'est que on pourrait faire un catalogue de propositions. On a vu que depuis le début de la conversation, il y en a beaucoup qui viennent s'ajouter et que tout ça dessine quelque part une forme de proposition de gauche, parce que fondamentalement, toutes les expérimentations, les innovations que nous avons déclinées démontrent que nous sommes toujours en phase avec les valeurs que nous portons. Je crois qu'il faut raisonner un peu par grande thématique, enfin, d'abord, première chose, je veux aller complètement dans le sens d'Alain Lassus, c'est-à-dire, pour utiliser l'anglicisme qui va bien, faire du bottom-up. Moi, je pense que si un parti demain doit incarner un pays avec des valeurs de gauche, il doit s'inspirer de tout ce que nous brassons au quotidien dans nos départements, éventuellement dans les communes, dans les EPCI, mais pour ce qui nous concerne dans les départements, parce que nous avons une énorme richesse, une énorme matière à produire qui peut être très inspirante, me semble-t-il, pour le niveau national, pour ensuite la décliner en grandes orientations, en grandes valeurs, etc. Il y a des sujets dont on n'a pas trop parlé, je dis ça pour donner quelques exemples complémentaires et pour dire comment on peut focaliser sur des choses. L'habitat, le logement, personne ne doit rester sans toit, c'est fondamental. Et donc, travailler sur la question de l'habitat, c'est un sujet éminemment sensible et éminemment d'actualité, soit dans des villes qui arrivent en saturation en matière de construction et avec aujourd'hui des prix au mètre carré qui sont faramineux et qui poussent vers l'extérieur, les périphéries et les gilets jaunes dont parlait Alain tout à l'heure en font partie, enfin l'ont exprimé, poussent vers les parties les plus périphériques et souvent les plus pauvres, ceux qui ont le moins de moyens. Comment est-ce qu'on invente de nouveaux modes d'habitat? On a, nous, toute une démarche qui s'appelle les fabriqueurs, avec le mot cœur à la fin, et qui vise justement à produire des habitats innovants qui puissent s'adresser au plus grand nombre de manière à faire en sorte que chacun puisse avoir son toit. L'emploi, on l'a évoqué, qui va avec le social, ce qui était dit tout à l'heure. Et nous avons, nous, par exemple, une démarche qui vise à aller chercher dans le tissu économique, dans les entreprises, soit les emplois en perspective de recrutement, soit les emplois dormants, et nous arrivons à trouver dans le vivier des bénéficiaires du RSA des compétences qui sont mises en situation sans CV chez les chefs d'entreprise, et les chefs d'entreprise vous disent après, mais heureusement que vous avez fonctionné comme ça, vous m'auriez dit que vous m'envoyiez un bénéficiaire du RSA, je vous aurais dit non, vous m'avez amené des compétences, elles correspondent à mon entreprise, et je suis très heureux d'avoir ce ou cette salarié-là. Si on parle du handicap, nous avons, nous, réussi à mettre en place dans le département avec une association tout un travail autour de l'handiparentalité. Comment l'inclusion du handicap passe aussi par le droit à pouvoir, pour une femme en situation de handicap, être enceinte, et comment ce droit-là devient ensuite le droit à être parent en couple et à accompagner un enfant malgré des handicaps de nature tout à fait diverses. Et nous avons des magnifiques exemples dans le département de cette handiparentalité qui s'est développée. Et dernier point sur l'enfance, qui a été aussi évoqué tout à l'heure, nous en sommes à la 2e génération de Demos, qui consiste à aller proposer à des familles en précarité que leurs enfants, plutôt de l'âge collège, lycée, puissent, généralement collège, nous leur fournissons un instrument de musique en lien avec l'Opéra de Bordeaux, la Philharmonie de Paris et un certain nombre de collectivités locales. Et ces enfants, au bout de 3 ans, constituent un orchestre philharmonique qui va jouer à la Philharmonie de Paris. Et ces enfants sont parfois repérés, ça a été le cas sur la Gironde, par le conservatoire pour ensuite intégrer des cursus de conservatoire, alors que ces gamins étaient à 1000 lieues de la musique classique au départ. Donc il y a plein d'exemples qui nous permettent de parler à des publics, personnes handicapées, personnes âgées, personnes en insertion, enfance, jeunes sous protection, etc. Finalement, ce sont ces grandes idées-là qu'il faut aller chercher, ces orientations-là qu'il faut aller chercher à partir de ces expérimentations et leur donner ensuite les valeurs fondamentales que nous portons, qui sont, là, encore une fois, la solidarité, qui sont la justice sociale,
qui sont des valeurs républicaines de fraternité, d'égalité, qui sont aussi éviter la fracture territoriale, la fracture sociale, la fracture numérique. Bref, toutes ces grandes valeurs-là, nous les portons déjà sur le terrain et bon sang qu'on s'en inspire au niveau national pour faire naître un programme qui ensuite, à mon avis, peut parler à beaucoup de nos concitoyennes et concitoyens. Merci beaucoup. Je crois que peut-être Catherine Bossis, si vous souhaitez rajouter un mot là-dessus, on sent en tout cas que ça trépigne justement sur les territoires pour essayer d'infléchir les orientations nationales. Non, simplement dire quand même je trouve que dans les territoires, on a une très grande agilité. On est capable de s'adapter avec beaucoup de rapidité. On est capable aussi parfois, souvent, d'innover sur des problématiques qui sont complexes. On arrive aussi à travailler en complémentarité et à éviter qu'on ait des politiques publiques en silo. Et ça, c'est vraiment un besoin. Enfin, sur les territoires, c'est vraiment une nécessité qui remonte. On a des politiques publiques qui sont posées les unes à côté des autres. On travaille sur les mêmes publics, je pense aux publics précaires, je pense à la protection de l'enfance. Et pourtant, on pourrait décloisonner, avancer de façon bien plus pratique, bien plus rapide. Et ça, je pense qu'il faut faire davantage confiance et donner davantage d'autonomie aux acteurs locaux. Et moi, j'attends du prochain candidat de la gauche un vrai travail sur la décentralisation et un vrai questionnement sur ce qu'elle doit être et l'autonomie qu'on donne aux acteurs locaux. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'elle n'est pas suffisante. Voilà. Alors, merci beaucoup. On voit bien effectivement les attentes qui se font jour par rapport aux futures élections présidentielles. Vous allez avoir tous les trois une échéance dans 6 mois, puisqu'il y aura, on est toujours sur le cycle des élections locales. Après les municipales, il va y avoir les départementales et les régionales, mais notamment donc les départementales. Peut-être pour le mot de la fin, puisqu'il nous reste en fait 2 minutes pour chacun. Est-ce que vous pourriez nous dire justement quels sont vos espoirs par rapport à ces futures échéances, au fond, et quelques mots sur qui pourra constituer votre futur programme? Quelles seront vos priorités et sur quoi peut s'exercer votre volontarisme politique? Qui veut commencer? Je vais peut-être commencer, puisque mon volontarisme politique est un peu limité par le fait que je vais me retirer personnellement de la scène politique. Mais il me reste un challenge extrêmement important, c'est de faire que le département de la Nièvre reste un département de gauche. Donc, mon horizon politique dans les 6 mois qui viennent, c'est d'être pleinement investi pour faire élire une majorité de gauche à la tête du département de la Nièvre. Et puis, si effectivement ça devient une réalité, je pourrais m'en aller avec le sentiment du devoir rempli. On ne peut que le souhaiter, en tout cas. Catherine Bossis, peut-être? Oui, même souhait pour le département de l'Aude, hein, qui reste à gauche, et puis qu'on arrive à avoir une union à gauche, vraiment. Ça me paraît important. Oui, ça va être un sujet. Et je pense que c'est l'un des sujets aussi de ces journées qui va irriguer les conversations, les discussions de couloir. Mais peut-être et si vous aviez un souhait justement à glisser pour la prochaine campagne, quelles seraient vos priorités justement? Est-ce qu'il y a un point sur lequel vous souhaitez particulièrement positionner la campagne justement? Quelle serait la priorité là, dans les mois qui viennent selon vous pour le département? Alors nous, on va axer notre campagne autour des transitions écologiques, de la transition solidaire. Voilà, c'est vraiment les 4 grandes transitions que l'on souhaite porter pour la prochaine mandature. Voilà. Merci. Et on pourra conclure comme ça avec Jean-Luc Leys, donc président du groupe de gauche de l'Assemblée des départements de France, qui ne peut que souhaiter, évidemment, non seulement le maintien des départements actuels, mais aussi de nouvelles conquêtes, sans doute.
pas seulement évidemment pour devenir président de l'ADF, hein, mais, mais, euh, mais peut-être pourra-t-il nous dire justement quelles sont, d'après vous, les priorités, hein, vous qui avez aussi ce regard un peu panoramique hein, sur l'ensemble des départements. Selon vous, quelles sont justement les priorités? On a entendu les transitions. Alors, si je parle de la Gironde pour élargir la focale, nous, désormais, nous avons un document, si je puis dire, fondateur de la suite, en espérant nous aussi, nous ferons tout pour que le département reste à gauche, qui s'appelle le Manifeste pour une Gironde en commun. Et donc, nous y parlons notamment de ce que nous appelons, nous, les transitions locales. C'est-à-dire, et ça revient à ce qu'a dit Catherine Bossis tout à l'heure, c'est véritablement du terrain que peuvent partir les adaptations de la société dans un monde qui est quand même de plus en plus bousculé, de plus en plus chaotique, et nous pensons, nous, que c'est du terrain que les bonnes solutions peuvent émerger. Si j'élargis la focale fortement, et je l'ai dit la semaine dernière, puisqu'il y avait un congrès à Blois, d'abord, il faut ne pas oublier que l'écologie n'est pas un objet à part, elle est parfaitement fongible dans un programme du Parti socialiste. Nous sommes clairement porteurs d'ores et déjà d'un certain nombre de solutions qui prennent pleinement en compte les logiques de précaution environnementale, et donc nous ne pouvons que nous entendre avec d'autres partis pour faire en sorte que nous intégrions globalement, encore une fois, la logique de solidarité, de transition locale et environnementale, de décentralisation. Catherine Bossis l'a dit tout à l'heure, mais c'est extrêmement important. Nous ne sommes pas girondins pour rien ici dans ce département, et donc nous sommes très décentralisateurs. Encore une fois, la question de la proximité, parce que je pense que c'est avec l'écoute, la proximité au plus près de nos concitoyens que nous pouvons porter des choses, et puis ces valeurs fondamentales que j'évoquais tout à l'heure, notamment de justice sociale, l'attention aux plus fragiles, l'attention aux plus précaires, l'attention à toutes celles et ceux qui subissent de façon beaucoup plus forte et beaucoup plus rapide les conséquences des crises qui se présentent à nous. Et encore une fois, le Covid a été malheureusement, et continue à être, un exercice de travaux pratiques terribles pour constater cette réalité-là. Donc reprenons nos valeurs fondamentales. Pour nous socialistes, remontons un petit peu dans le temps sur ce qu'est ce parti et sur ce sur quoi il est fondé. Il me semble que dans ces valeurs-là fondamentales, nous avons aujourd'hui de quoi apporter les réponses et les solutions solidaires dont nos concitoyens peuvent avoir besoin. Donc encore une fois, contribuons à la construction de ce programme avec nos valeurs et avec le savoir-faire de nos expériences locales. Bien, merci beaucoup à vous, merci beaucoup à tous les trois. On ne peut, je dirais, que souhaiter, en tout cas, que le vent de gauche qui a soufflé au municipal se poursuit et s'amplifie, évidemment, lors des élections départementales. Hein. De toute façon, les deux élections, en général, sont assez liées. Voilà, mais on voit bien pourquoi, surtout. C'est-à-dire que le but, évidemment, si on veut des conquêtes à gauche, c'est pour pouvoir transformer. Et je crois que dans nos échanges, on a pu observer finalement l'ensemble de ces actions transformatrices, de ces expérimentations, de ces solutions solidaires que vous pouvez mettre en œuvre. Hein, et le mouvement, au fond, des départementalistes qui se met en place, de ce point de vue, est un bon exemple, voilà, je crois, de ce que peut faire la gauche. C'est un laboratoire, au fond, dont le Festival des idées a eu raison de se faire l'écho, je crois, aujourd'hui. Bien, ben écoutez, merci beaucoup à tous les trois. Donc, merci à Catherine Bossis, Jean-Luc Glaise et Alain Lassus. Merci à ceux qui ont qui ont écouté, qui ont pu suivre ce débat. Et puis, ben, écoutez, je vous dis à bientôt. Bon débat, bonne journée, bon festival à l'ensemble de ceux qui y participent. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Bon, salut Jean-Luc. Salut.